Salam alaikum, bonsoir tout le monde, Azoul Flaouen, rétro-info de la semaine et comme chaque samedi, euh, nous revenons avec nos invités aux sujets phares qui ont marqué donc cette semaine. On parlera diplomatie, de l'Algérie, le contexte international actuel, la position de l'Algérie par rapport au conflit du Niger, la France, la PS et ce qui s'est passé avec France 24 et les BRICS bien sûr. La vie quotidienne du citoyen algérien, la misère sociale, les problèmes de l'insécurité, les bavures policières, les climatiseurs et les complots, et la harga, bien sûr. Et pour finir, nous dirons bien sûr quelques mots sur ces guerres qui déchirent ce qui reste de l'État algérien ou ce qu'on appelle communément la guerre des clans. Deuxième ou pas deuxième mandat pour Tebboune. On posera toutes ces questions à nos invités de ce soir. Et sans tarder, justement, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Idir Onoren, analyste politique. Idir Onoren, bonsoir. Merci Idir, bienvenue Idir Onoren. Avec nous aussi Jamaldine Benchenouf, journaliste al-Magharibia, analyste politique aussi. Jamaldine Benchenouf, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir à mes amis qui sont avec toi. Merci Jamaldine. Marhaba bik Jamaldine. Tout le plaisir est pour nous. Avec nous, bien sûr, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA 82-88 et analyste politique. Monsieur Younsi, bonsoir. Bonsoir, c'est Hussein. Et je salue mes deux amis et je suis content de voir si Jamel participer de façon directe à nos débats. Enfin, il a toujours participé toujours de façon directe, de toutes les façons. Ah, merci. Jamaldine, on peut vous laisser justement l'animation, hein, si vous le désirez. Merci. Merci beaucoup. Brahim Younsi, je commencerai par vous, Brahim Younsi. On va peut-être commencer un peu par l'international, l'extérieur. Après, on revient dans l'Algérie profonde. Cette histoire de guerre au Niger, d'intervention ou pas d'intervention, la position de la France, M. Younsi, n'est pas trop claire. Du moins un peu farfelu pour les Algériens, parce que d'un côté on soutient la position de la Russie, de l'autre la position des États-Unis et surtout la position de la France aussi. Est-ce que c'est normal ou il faudrait que l'Algérie justement ait une position propre à elle? Ce que j'ai lu de la position algérienne, le président Tontoche, qui est à la tête de l'État algérien, a parlé du retour à l'ordre constitutionnel. C'est une position. C'est une position parce que Abdelmadjid Tebboune et le parti ANP qui l'a mis au pouvoir a lui-même violé l'ordre constitutionnel d'une certaine manière. Mais le pouvoir en place à Alger est issu d'un coup de force, sinon d'un coup d'État, fait à Abdelaziz Bouteflika. La preuve en est que le pouvoir en place actuellement, depuis 2019, a fait une autre constitution. Et une autre constitution martiale, si j'ose dire. C'est dire que ce pouvoir ne peut que défendre, parce qu'il a peur de sa stabilité aujourd'hui, laissant penser qu'il y a un ordre constitutionnel en Algérie, il défend en vérité le pouvoir que lui a octroyé le parti ANP.
Merci, Ibrahim. Idir Ounoran, sur cette question justement du Niger, la position de l'Algérie, comme on vient d'entendre Brahim Younsi, c'est vrai que cette question a été soulevée par les observateurs en Algérie. Tebboune qui soutient l'égalité constitutionnelle, la démocratie au Niger, mais il est critiqué sur les mêmes bases justement en Algérie et à l'intérieur. Tout à fait. Moi, je partage en grande partie ce qu'a dit Ibrahim, évidemment. Ce qu'il y a lieu de dire que c'est vrai que le coup de force qui a été fait et finalement le pouvoir, enfin il faut le dire, c'est le commandement militaire qui a choisi la voie constitutionnelle pour établir les institutions dans leur fonctionnement classique normal d'un État, a dépossédé le peuple de son pouvoir constituant, alors que l'ensemble des militants politiques, des citoyens, avaient exigé finalement une transition afin de revisiter la nation, afin de régler d'énormes problèmes qui étaient pendants devant la société et qui auraient pu nous emmener vers le chemin de la démocratie. Cependant, la position officielle de l'Algérie, je dis bien officielle, c'est que nous sommes dans la même doctrine diplomatique qui dit que il faut revenir à l'ordre constitutionnel, c'est une chose, et le communiqué du ministère des Affaires étrangères a dit qu'il faut à tout prix bannir la violence. La violence qui ne réglera pas les choses, mais au contraire qui envenimerait les choses. D'autant que ça vient juste après le communiqué de la CEDEAO, on en parlait tout à l'heure, vous et moi, M. Gasmi, où finalement l'ultimatum va arriver à expiration demain à minuit, et qui faisait état de recours à l'armée, pour rétablir le président nigérien dans ses droits. Quoi dire de plus? C'est que si on fait un parallélisme de forme, le président Macron, dans le dernier il a convoqué le comité de défense, où il a, paraît-il, eu des mots très durs envers la DGSE et surtout vers une direction que très peu d'Algériens connaissent au niveau des services secrets, c'est la direction du renseignement militaire. On a posé la question en disant comment se fait-il que ça ait pu échapper à la vigilance d'autant que la France est infiniment présente. Ils ont 1500 militaires, je pense que même parmi ces militaires, il y a les forces spéciales. Ils ont une grosse partie du matériel d'opération, donc Barkhane, Serval, qui a été déplacé vers le Niger et qui n'a pas été encore envoyé en France. Et comment ça peut échapper à la vigilance des services? Enfin, c'est très compliqué comme chose. Et on reviendra peut-être tout à l'heure sur les aspects un peu stratégiques. Beaucoup disent oui, l'uranium, etc. Je regrette de dire que l'uranium nigérien représente, certaines études pointues disent 20%, d'autres disent 15%. En moyenne pondérée, ça fait 17,5%. Ils importent surtout à partir du Kazakhstan et surtout à partir de l'Australie. C'est vrai que c'est un enjeu majeur, mais ça n'explique pas tout. Il faut ramener tout ça dans un espace géopolitique, c'est-à-dire que la France a perdu beaucoup de terrain suite à ces politiques de France-Afrique et toutes les retombées qu'il y a eu dessus, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, il a perdu la République centrafricaine, il a perdu le Mali, il a perdu le Burkina Faso, il a perdu la Guinée. Il n'est pas interdit de penser que le prochain qui est sur la liste, ce sera probablement le Tchad, probablement qui sera alimenté par cette succession de président père Déby au président Déby fils, qui risque de poser problème. Et à ce moment-là, la boucle sera bouclée pour la présence de la France au Sahel. Et je terminerai juste par ceci, monsieur Gasmi, si vous le permettez, c'est que la perte d'influence n'est pas venue par le Saint-Esprit. Elle n'est pas sortie ex nihilo de nulle part. Il y a eu évidemment un sentiment anti-français qui a été alimenté par des soft power à la fois russes et chinois. Donc ça complique les choses aussi. Voilà pour ce premier tour de micro. Merci Idir Ounoran. Jamaldine Benchenouf, une question peut-être, où est passé le Haut Conseil de sécurité algérien? Ce Haut Conseil consultatif, bien sûr, mais qui se réunissait à chaque fois avec des généraux, le ministre de l'Intérieur et toute cette clique. Où sont passés justement? Là, il y a vraiment un danger. Là, il y a vraiment, on est justement devant une guerre, mais on ne les voit pas se réunir. D'abord, je signale
Je te signale que le son n'est pas très bon. Je ne sais pas si c'est juste chez moi ou là, un petit problème technique, je ne sais pas. ما سمعتش مليح سي إبراهيم ويدير. On vous entend bien. D'accord, alors c'est chez moi que ça coince alors. Alors, Conseil de sécurité qui ne fonctionne pas, mais il ne faut pas demander l'impossible, Hossein. Le Conseil de sécurité, il n'a pas été fait pour ce genre de problématique. Pour décréter contre la loi et contre la Constitution des organisations politiques, même séparatistes, tout ce qu'on veut, ou la rachat, ils ont décidé d'en faire de les décréter mouvements terroristes. Ça, oui. Pour comploter, pour arrêter le Hirak, ou la trouver des combines, ou la susciter des suggestions sécuritaires pour casser toute possibilité à ce peuple de pouvoir s'exprimer dans la rue librement, oui. Mais ça, il voit venir, il réagit en conséquence à un événement pareil, il ne faut pas demander l'impossible. Je te rappelle, Hossein, je te rappelle quelque chose, ce régime n'est plus présent. Parce qu'il y a une différence entre la présence et la tonitruance. Ce n'est pas celui qui crie beaucoup qui peut changer ce soir. Et il y a une grosse différence entre l'action et la gesticulation. Tu brasses de l'air. Le Nizam Hada, il ne pèse plus rien sur le plan régional. La force de frappe, la force régionale. Et j'en veux pour preuve. Par exemple, l'ambassadeur qui était en Espagne au moment où le González, le Premier ministre espagnol, avait annoncé quasiment sa reconnaissance pour le Sahara marocain. Il n'avait rien prévu, cet ambassadeur. Il n'avait rien vu venir. Ni le BSP attaché à l'ambassade, ni les services qui sont défrayés en millions de dollars pour faire ce travail, pour informer en même temps que sensibiliser. Ils prennent l'information, ils préviennent, ils prévoient, et dans le même temps, ils font du lobbying. Ils n'ont rien vu venir. La presse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à cet ambassadeur qui a failli? Ils l'ont nommé ambassadeur à Paris, la meilleure ambassade du régime algérien, la plus importante pour lui. C'est number one. Parce qu'il a failli en Espagne, parce que c'est du copinage, c'est de ma'rifa, Mais sinon, dans cette histoire de coup de force, d'abord, il y a une question éthique qui se pose. Un pouvoir algérien qui est lui-même issu d'un coup de force, qui est issu de la fraude électorale, qui est issu de la force armée, qui a été installé par l'armée, qui empêche les gens de parler, qui avait même base sur toutes les institutions, qui avait même base sur la presse, qui avait même base sur tous les pouvoirs. Il ne peut pas, lui, se poser en donneur de leçons et appeler à la légalité internationale. Déjà, partant de là, il est très affaibli. Il n'est pas en position de pouvoir donner des leçons. Et de l'autre côté... c'est surtout que Jamaldine Benchenouf, c'est surtout qu'il appelle à respecter justement le processus démocratique en Niger. Encore faudrait-il qu'il le respecte lui-même. D'abord, qu'il commence par donner l'exemple. Le plus grand pays d'Afrique, le plus grand pays maghrébin, le pays qui est en face de l'Europe, qui est au nord de toute l'Afrique et au sud de toute la Méditerranée, qui a une population 80% moins de 30 ans, qui a des richesses naturelles énormes et dilapidées de façon systématique, qui ne dispose que d'une seule ressource. Nous sommes le seul pays au monde qui ne vit que d'une monoressource. Tous
tous les pays au monde qui partagent plus de 950 km avec le Niger aussi, Jamal. Et en plus, nous avons des frontières avec 6 pays. C'est ça. Oui. Il n'y a aucun pays où nous pesons 1 gramme. Sauf la Tunisie, qui est en difficulté, ils sont en train de se comporter avec elle comme si c'était une wilaya. Parce qu'ils lui tiennent la dragée haute. يعاونوا بها بشويه صوارد يعاونوا فيها بالسيكوريتير ما يخلقولهاش المشاكل comme cela a été fait précédemment. Mais sinon, tous les autres pays, Libye, c'est l'enfer, c'est un pays qui a sombré. Et dans le désastre, dans le chaos, dans les conflits, dans la guerre civile, dans la guerre des seigneurs de la guerre. Mais tout le monde joue un rôle. L'Égypte, la France, l'Américaine, le Russe, même les mercenaires de Wagner. Comment? De Wagner. Wagner. Même Wagner, il joue un rôle. Il a le d'or. Même pas un rôle de bons offices. Ça veut dire elle a essayé, mais elle n'a rien obtenu. Pourquoi? Parce qu'elle ne pèse rien. Parce qu'elle n'a pas derrière elle une vraie légitimité. Elle n'a pas derrière elle tout son peuple. Son propre peuple, elle est obligée de le manipuler, de le dresser les uns contre les autres. On va revenir à ça, Jamaldine. On va revenir à cette question, justement. Restez avec nous, Jamaldine Benchenouf. Brahim Younsi, cette question, justement, que vient de soulever Jamaldine Benchenouf, on se rappelle très bien de Chadli Benjdid avec son slogan Jazair Saada, Bouteflika qui arrive avec Jazair Al-Izza ou Al-Karama, et là on a un Tebboune qui arrive avec Al-Quwa Dariba ou Jazair Al-Jadida. Mais c'est que des propos, Brahim Younsi. Ce que vient de dire Jamaldine Benchenouf, c'est pas choquant, mais malheureusement, c'est des réalités. Oui, bon, ça c'est effectivement, si j'ose dire, si Jamal me pardonne, c'est du factuel. La question, me semble-t-il, du Niger va au-delà de tout cela, me semble-t-il, au-delà de ce que a excellemment décrit mon ami Idir. Ce qui se passe au Niger est une grosse affaire, me semble-t-il, et pas seulement au Niger, et singulièrement au Niger. C'est la recomposition de l'ordre mondial. Et croyez-moi, je peux dire que je sais de quoi il s'agit, de quoi je parle. Cette affaire touche à l'ordre mondial d'abord, avant de toucher à la recomposition ou à l'exclusion d'un État, la France en l'occurrence. C'est les grandes puissances qui sont en train d'intervenir d'une manière ou d'une autre, y compris c'est ce que vient de dire Jamal, par des milices, par des mercenaires comme Wagner. Depuis la chute du mur de Berlin, il y a un camp du monde qui a périclité, qui a d'une certaine manière été divisé, qui a éclaté, alors que ce monde-là, le monde de l'Est, pour ne pas dire la Russie, est en train de vouloir recomposer les choses à partir de chez lui. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi la Chine. À mon sens, nous sommes en train de vivre en direct la recomposition de l'ordre mondial. L'affaire du Niger montre, me semble-t-il, de nouveau, cela concerne spécifiquement l'Afrique, montre à la fois la dépolitisation
et l'impuissance des États africains dans l'indépendance, hélas, et dire on a très bien parlé, si Jamal aussi, dont l'indépendance n'est pas achevée, hélas, notre pays y compris. Avoir un drapeau et un hymne national ne signifie pas être indépendant, voire même exister comme État. Et nous nous posons la question s'agissant de notre propre État. Nos États, et là encore je dis le nôtre y compris, eux aussi, du verbe osciller au gré des vents, entre l'Est et l'Ouest, la position du pouvoir en place le montre, il est gêné aux entournures, c'est la raison pour laquelle il appelle au respect de l'ordre constitutionnel, parce qu'il est gêné aux entournures, apporter un soutien, appelons-les comme ça, aux putschistes, c'est se mettre dans une situation extrêmement difficile. Le moindre mal, c'est d'aller d'une certaine manière à l'encontre de la position russe. Et il y va d'une certaine manière à l'encontre de la position russe. Choisir entre la France et les États-Unis. Nous avons très bien vu Chingriha justement qui a passé plus de 4 jours là-bas en Russie. Il vient justement d'en revenir. C'est vrai, c'est vrai. Simplement pour peut-être expliquer cette position qui gêne l'Algérie, qui gêne le pouvoir algérien et qui ne peut pas ne pas aller dans les circonstances où se trouve l'ordre régional chez nous, ne pas aller dans le sens, disons, du droit international, entre guillemets, la démocratie. Simplement, la réalité... Si Chingriha était justement en Russie pour cette raison, c'est que c'est grave, c'est que c'est vraiment ce régime, il est en train de nous dire que c'est vraiment Daoula Askari. Pourquoi ne pas envoyer un civil, un ministre des Affaires étrangères? Il s'agit aussi de la guerre et de la paix, y compris dans notre région, parce que les implications que pourrait avoir, et cela est vrai, est un danger pour notre pays, d'abord parce que nous sommes compris dans une zone de conflit. Et il est clair qu'une déstabilisation générale, il ne faut pas oublier les kilomètres que nous avons de frontières avec le Niger, avec le Mali, les frontières que nous avons avec le Niger, et puis, si Jamal en a fait allusion tout à l'heure, et il ne faut pas oublier la question du Sahara occidental, qui a une position stratégique à la fois pour les États-Unis, mais aussi pour les pays qui veulent avoir une place, et une place de choix, pour les richesses notamment, et pas seulement. Il y a aussi des positions stratégiques entre les États-Unis, la Russie et la Chine. C'est dire que c'est extrêmement compliqué. Il y a aussi le gazoduc, c'est Brahim, le gazoduc transsaharien aussi. Comment? Le gazoduc aussi. Le transsaharien. Le gazoduc. Évidemment, il y a le gazoduc qui doit partir du Nigeria, oui, et traverser le Niger et l'Algérie les espaces. Pour aller en Europe. Absolument, absolument. Mais tout ça, c'est des enjeux effectivement aussi stratégiques. On ne laissera pas ni la Russie ni la Chine faire et le pouvoir d'Alger est gêné aux entournures, ne sait pas quoi faire. Et vous avez raison, je crois que c'est la raison pour laquelle le chef d'état-major algérien est allé pour une énième fois expliquer la position algérienne à la Russie, qui, elle, est très engagée
de façon directe ou indirecte dans l'affaire nigérienne. Merci, Ibrahim. Restez avec nous. Idir Ounouron, est-ce que c'est à la classe politique algérienne, je parle de l'intérieur, hein, d'intervenir, de parler, de réagir, de faire des communiqués, de se réunir, de faire des conférences de presse, ou de rester comme ça dans ce silence un peu bizarre, je dirais. Pourquoi aucun parti politique ne réagit par rapport à ces actualités? Il y a plusieurs niveaux d'analyse et plusieurs, on va dire, outils de compréhension pour avoir la bonne lecture. La position algérienne, elle est fidèle à sa doctrine, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'autant que, parce qu'il faut rattacher ça, me semble-t-il, à la visite qu'a fait M. Tebboune en Russie, où il a pratiquement glorifié M. Poutine, où il a prêté allégeance, et probablement qu'ils ont dû discuter éventuellement des crises à venir et demander protection, quelque part. Il faut rattacher ça aussi à la volonté affirmée, déterminée de l'Algérie de rejoindre les BRICS, qui pour moi, si c'est uniquement sur des critères économiques, nous n'avons pas de grande chance. Par contre, si l'adhésion aux BRICS se posait, et c'est une question, il faudra y répondre, se posait uniquement d'un point de vue politique stricto sensu, alors là, l'Algérie a toutes les chances d'y adhérer. Seconde opération, dans l'affaire du Niger, il ne faut pas oublier que le Niger n'était pas dans l'axe sino-russe. Il était plus penché vers les Américains. Le président actuel nigérien a vécu de longues années aux États-Unis et aussi sur les aides, particulièrement de la France et de la communauté européenne. Nos partis politiques n'ont pas réagi parce qu'il est très délicat de réagir sur des positions régaliennes d'État, de l'État algérien, quel que soit ce que l'on pense de cet État, comme l'a si bien dit Jamel tout à l'heure. Il faut revenir aussi à quelque chose qui pour moi est fondamental. Je l'ai dit plusieurs fois sur les plateaux, même quand Jamel officiait en tant que maître de séance, je disais que l'Algérie aurait dû assainir tout son environnement au niveau de toutes les frontières, que ce soit en Tunisie, que ce soit pour la Libye, que ce soit pour le Niger aujourd'hui, mais qui n'était pas l'ordre du jour à l'époque, le Mali, etc., etc. C'est à partir de ce moment-là, une fois qu'on a assaini notre environnement, qu'on est une force stabilisatrice, qu'on est à la limite à ce moment-là, parce que nous avons réglé tous les soucis et que les pays ont pu redémarrer leur processus démocratique dans une espèce d'apaisement, on aurait été peut-être, à ce moment-là, je parle de l'État, je ne parle pas du pouvoir, hein, on aurait été producteur à la limite et de paix, mais nous avons, le pouvoir actuel a commis une erreur stratégique grave, je dirais même gravissime, en abandonnant le fait d'assainir l'environnement au niveau de toutes les frontières, qui, je le rappelle, sont d'intensité, de nature diverse, c'est tellement imbriqué, c'est tellement, etc., etc., il a préféré directement faire sa demande aux BRICS et faire le forcing diplomatique et participer de fait à la nouvelle guerre, parce que ça s'agira d'une guerre, pas d'une guerre armée, mais d'une guerre entre finalement l'Europe, l'OTAN et les États-Unis contre le nouveau monde qui est en train de voir le jour à travers quelques empires. Il ne faut pas oublier la Turquie qui risque d'arriver bien après, bien qu'elle soit membre de l'OTAN. Il y aura un bouleversement total, et là je suis tout à fait d'accord avec Brahim en ce qui concerne. D'autant que notre pays est extrêmement fragile à l'intérieur du pays. Au manque de légitimité du pouvoir, le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une légitimité à l'extérieur. Une légitimité à l'extérieur. Ce n'est pas ce que dit le pouvoir en tout cas. Hein. Pour Tebboune, tout va bien à l'intérieur maintenant, dans l'Algérie nouvelle. Je n'ai pas compris, M. Gasmi. C'est pas ce que dit Tebboune en ce moment. Il dit que tout a été réglé, du moins sur le plan intérieur. Non, non, pas du tout. Je vais vous dire une chose. Enfin, à mon sens, à ma modeste lecture des événements, il y aura deux axes de développement. Il va se développer à l'extérieur avec peut-être un coup d'éclat de manière diplomatique. Et à l'intérieur, ça va faire l'effet positif à l'intérieur pour essayer de trouver une légitimité à l'intérieur qu'il n'a pas. Parce qu'à la crise démocratique, nous ne sommes pas en démocratie, la crise de l'illégitimité du pouvoir, le pouvoir qui est incapable de régler les incohérences et
et les menaces transnationales, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, laïcs, islamistes, arabes, kabyles, etc., 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 on est un pays fragile quelque part. Il y a l'illégitimité du pouvoir, il y a une mauvaise gouvernance, on a des dirigeants corrompus, on a une absence de liberté de la presse, on a une justice complètement féodalisée. Avec tous ces éléments-là, notre opposition, pour revenir à l'opposition, n'arrive pas à bouger, n'arrive pas à avoir le créneau. Je comprends toutes les contraintes, des contraintes suite à la 87 bis, on en a tellement parlé, mais je pense qu'à un moment donné, l'engagement, la détermination et le sens du sacrifice dont on ne parle pas beaucoup doit être mis à l'ordre du jour. Maintenant, que faut-il attendre pour le deuxième mandat? Vous l'avez évoqué en filigrane. Pour moi, le deuxième mandat est plié depuis très longtemps. Parce que le fait de ne pas reconduire M. Tebboune signifierait aux yeux du peuple que le commandement militaire a fait le mauvais choix. Est-ce qu'il peut l'assumer dans l'étape actuelle des choses? Non. Deuxièmement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le successeur éventuel de M. Tebboune, si tant est qu'on ait une espèce de lutte de sang qui relève plus de la fantasmagorie qu'autre chose, ce n'est pas possible, parce que qui va on va dire, assumer le bilan et l'échec total de la gouvernance de M. Tebboune? C'est pour ça qu'il préfère garder M. Tebboune et aller justement sur une diplomatie un peu plus agressive, un peu plus présente, mais très loin, au détriment de ce qui se passe à l'intérieur du pays, où c'est un échec total. Voilà. Merci Idir. Jamaldine Benchenouf, puisqu'Idir a commencé justement à parler de cette question de guerre, des clans et du deuxième mandat, Jamaldine Benchenouf, le décès du général-major Rachid Chouaki hier, donc dans sa cellule à la prison militaire de Blida, dans un silence total, bien sûr, de la part des médias en Algérie, bon, on a l'habitude, mais sur les réseaux sociaux, Jamal, ça parle, il y a eu une polémique, pourquoi, comment, un général-major, quand même, qui décède dans une cellule, est-ce que ça rentre dans cette guerre ou pas? Le souvenir du décès de Gaïd Salah est toujours là, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Hein. Quelle est votre lecture, Jamaldine Benchenouf, par rapport à ce genre de rumeurs, si je veux dire? Tout est possible avec ce système. Tout est possible. Un système qui, après avoir été, comment dire, un système prédateur qui dévore tous ceux qui l'entourent, qui dévore le patrimoine, les richesses du pays, la jeunesse du pays, un si beau pays. Il l'a dilapidé à un point où je n'exagérerai pas en disant que la majorité des Algériens aujourd'hui ne rêvent que de pouvoir s'exiler. C'est dire que ça, normalement, ça suffit à répondre à toutes les questions. C'est un pays de cocagne, c'est un Eldorado en potentiel. يتوصلوا مش غير la jeunesse, même les femmes, les familles, les enfants, les personnes d'un certain âge, les gens qui sont malades et qui ne peuvent pas soigner, tout le monde ne souhaite plus que de pouvoir s'en aller et trouver une possibilité pour s'installer ailleurs, dans cet Occident que nous passons notre temps à stigmatiser. En général, c'est possible, avec un régime qui est devenu anthropophage, cannibale. Au début, ils nous jetaient leurs comparses et leurs compères en pâture pour nous endormir. Ça, c'est un pays, ça, c'est un État vertueux. C'est un État vertueux qui va donc remettre les choses en ordre. Mais Jamaldine Benchenouf, pourquoi ce silence? Juste rapidement sur cette question, Jamaldine Benchenouf, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas annoncer la mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est interdit? Pourquoi? C'est quoi le problème en fait? D'abord parce que ce n'est pas un État, c'est un conglomérat de clans qui s'auto-neutralisent, qui discutent de tout. Tu te rappelles aussi, nous avons une information. Puis l'APS, je ne me rappelle plus c'était quoi, c'est une très importante information. Le lendemain, elle a été retirée. C'est pour te dire. Donc, s'il ne parle pas, c'est parce qu'il n'y a pas un vrai État, avec un vrai chef d'État, avec de vraies institutions. Il négocie tout.
Et là, c'est peut-être que le bonhomme a été assassiné, peut-être qu'il est mort par négligence, peut-être qu'ils ont voulu le faire taire parce qu'il a menacé, si on ne le relâche pas, de tout dire. On ne sait pas. Mais le silence, en effet, tu as raison, Hossein Bihaja, est significatif de quelque chose. Parce que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, il fait au moins un communiqué de presse, il fait une conférence de presse pour un problème pareil. Et il fait intervenir des médecins, il fait intervenir une commission composée de gens sérieux. Mais implicitement, Jamel, c'est un aveu, c'est un rappel aussi qu'il y a des généraux en prison, des corrompus, plus de 150 aussi. Bien sûr, mais aussi, les généraux corrompus ne sont pas tous en prison. Oui. Les généraux qui font le trafic de cocaïne ne sont pas tous en prison. Le grand trafic de la cocaïne et des drogues, tout le monde le sait. Moi, j'avais fait un article en 2003, Vie Liberté, il est toujours il est consultable sur Internet, le Grand Maghreb du Kif, où je dis clairement que ce sont les services de sécurité qui sont la cheville ouvrière du trafic de drogue. Jamel-Din, à la cocaïne, Kif. Ils sont dedans, c'est pas tous les... Jamel-Din Benchenouf, je disais ça parce que Jamel-Din Benchenouf, aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, ou du moins qui sont en poste, peuvent devenir demain des Rachid Kouachi là, qui vient d'être décédé, pour rester poli. Personne n'est à l'abri, Hossein. Tebboune lui-même n'est pas à l'abri de se retrouver demain dans une mauvaise passe. Dans un système pareil, dans une jungle pareille, il n'y a de garantie pour personne. C'est une jungle, c'est le plus fort qui bouffe le plus faible. Tant que tu es fort, tu as l'assurance que c'est toi qui envoie les autres en prison, ou là, qui les tue, ou là, qui les calomnie. Ou là. Nahar, idor avec le malo, c'est toi qui seras de l'autre côté du manche. Mais sinon, Hossein, moi j'ai relevé tout à l'heure, c'est Ibrahim ou Idir. Ibrahim, il a fait allusion à ce bouleversement qui est en train de se produire en ce moment à un niveau planétaire. Le monde ancien, l'ordre ancien, l'ordre actuel plutôt, est en train de partir. Il va partir. Il va y avoir un bouleversement. Ce qui est en train de se passer au Niger, en Ukraine, à gauche, à droite, les BRICS, ces discussions autour du dollar qui ne va plus servir de monnaie internationale, tout ça, c'est l'annonce de quelque chose de majeur qui va se produire et qui va bouleverser la planète entière. Il n'y aura que les pays forts, et les pays forts, c'est qui les pays forts? C'est les pays les plus démocratiques. Je ne parle pas de la Chine, des États-Unis, de la Russie, mais des pays moyens. Ceux qui sont vraiment forts, ce sont des pays qui ont leur peuple derrière eux, derrière leur État. Ils s'en sortiront. Ou Idir, il a dit quelque chose qui rejoint un peu cette perspective. Il faut que l'Algérie assainisse, si j'ai bien compris, son environnement géostratégique, son environnement. C'est le moment pour ce régime. Le Kanja, sa disque dur, il n'est pas compatible. Si son disque dur était compatible avec cette vision, il aurait déjà de lui-même décidé d'aller vers une dynamique de transition. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Nous sommes réellement dans un scénario titanique. C'est une dynamique suicidaire, inéluctablement suicidaire. Je dirais même peut-être irréversiblement suicidaire. Oui, Merci Jamel-Din. Restez avec nous, Jamel-Din Benchenouf. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais Brahim Younsi, sur cette question, le général, Allah yarhamou, le général-major Rachid Chouaki, il y a une question quand même, les Algériens se posent la question sérieusement. Ce n'est pas la première fois, bon, c'est peut-être un général-major, c'est la première fois qu'on entend parler de ça.
décède dans une cellule, il y a des questions. Est-ce que, d'abord, est-ce que c'est légitime ou pas de se poser ce genre de questions? Parce qu'il y a des gens qui nous guettent au virage. Hein. Oui, vous avez toujours des doutes. Je n'ai pas tout saisi de votre question. Le décès de ce général, est-ce qu'on a le droit de commenter, de dire qu'il y a des doutes derrière ou pas? Ou c'est une mort naturelle, on oublie, on passe à autre chose? Est-ce qu'il y a lieu de publier, de parler, de dire aux citoyens algériens qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a des doutes, pourquoi pas? De toute façon, nous savons que l'Algérie, où le pouvoir en place n'a pas de justice, il n'a que des tribunaux. Et puis, bien entendu, il y a aussi les exécutions qu'il opère. Cela est clair. Ce n'est pas la première fois qu'un général aurait été, ou un officier de haut rang aurait été exécuté ou assassiné. C'est dire que la situation de notre pays est tellement, j'allais dire, comme tout le monde, c'est mafiosisé, je ne sais pas si je dois dire cela. Mais simplement, je voudrais revenir d'une certaine manière au fond du problème en réalité. Celui qui prévaut au Niger et qui prévaut également chez nous, et pas seulement chez nous, dans notre environnement. C'est la question, et c'est de cela dont il s'agit d'ailleurs, d'une manière assez forte. C'est la question du développement. Et tous nous proposent le développement, tous nous proposent des dollars ou une autre monnaie comme l'a suggéré tout à l'heure, et ce qui est parfaitement vrai. Mais il faut un peu de temps pour pouvoir revenir à cette question des BRICS qui a été soulevée par Idir. Mais la question du développement, notamment en Afrique, et puis chez nous, bien entendu, nous sommes aussi des Africains, a totalement échoué. Non seulement elle a échoué, mais le développement est devenu un mal développement. Et pourquoi ce mal développement? Pourquoi nos pays se sont mal développés? C'est une question fondamentale. Et puis, tout ce qui s'est passé chez nous, sur le plan notamment économique et social, c'est que il y a eu non pas un transfert où les fondations de ce qui a été fait chez nous et ailleurs sur le plan économique étaient à la fois au début, nous avions fait confiance à toutes les théories, quasiment toutes les théories. Les théories économiques. Nous sommes passés par le keynésianisme, le marxisme qui a totalement échoué en Afrique et chez nous. Nous sommes passés aux étapes de Rostow, c'est un échec. Pourquoi le développement s'est mué en mal développement et toutes les tentatives économiques ou toutes les expériences économiques chez nous, je dis dans l'ensemble de l'Afrique, et au-delà, ont échoué parce que nous avons épousé, peut-être ça va réagir mes deux amis, parce que nous avons épousé une certaine philosophie technocentrique qui nous a complètement fourvoyés. Et cette technologie ou cette philosophie technocentrique ne vient pas simplement de l'Ouest, c'est-à-dire des États-Unis ou de l'Europe, mais également de la Russie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'elles participent, aussi bien l'Est que l'Ouest participent de la même civilisation, de la même culture. Et pourquoi le développement n'a pas réussi? Non pas seulement parce qu'il y a eu, bien entendu, la corruption généralisée, cela est totalement vrai, mais le développement s'est mis en développement parce que nos pays, et singulièrement le nôtre, n'ont pas tenu compte de ce qui est fondamental, à mon sens, c'est les cultures. Les développements ne peuvent se faire que sur les cultures des peuples. Et nous avons eu des transferts de technologie qui nous ont imposé
d'une certaine manière, une certaine culture qui n'est pas la nôtre, une culture occidentale, l'Est je ne sais pas du comment. monde y compris. C'est Brahim Younsi, je ne sais pas comment on peut parler de développement en Algérie quand on entend un ministre il y a 2 jours parler des pénuries de climatiseurs, parle de complot. C'est que ces gens, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de cap, il n'y a rien. Oui, mais c'est ça notre échec. Au lieu d'aller au plus près de ce que nous sommes, sur le développement ne peut se concevoir que sur les cultures des populations, ce que vivent aujourd'hui ou ce que vit aujourd'hui le Mali, le Niger et singulièrement le Niger aujourd'hui, le Burkina Faso, etc. Pour ne citer que ces pays qui sont en rébellion et en rébellion face à un ordre mondial, pas seulement à la France, à un système j'allais dire de développement ou de mal développement, parce que vous voyez que ni le Burkina Faso, ni le Niger, ni le Mali, ni toute la zone sahélo-saharienne n'a pas été du tout touchée par le développement économique et social, ni par le développement entre guillemets technique que nous propose encore l'Occident. Et nous envoie des baïonnettes, et ces baïonnettes, nous nous asseyons dessus. Merci, Brahim. Restez avec nous. Idir Ounoran, pas loin de cette histoire du général Allah yarhamou, Rachid Chouaki Idir Ounoran, la semaine dernière, nous avons assisté au décès, mais bon, pour leur famille parle d'assassinat de plus de 4 Algériens dans des commissariats chez eux avec des balles perdues de gendarmerie, de policiers, des jeunes tabassés chez eux par la police. Cette atmosphère d'insécurité, Idir Ounoran, comment expliquez-vous ce phénomène ? Les gens s'inquiètent vraiment. J'ai vu un commentaire sur les réseaux sociaux, un Algérien qui disait aujourd'hui le commissariat, c'est le seul endroit en Algérie où on n'est pas en sécurité. Et le tribunal. Tout à fait. Et ce que vous dites par rapport à ces 3 ou 4 Algériens qui ont été victimes d'assassinats probablement, ou alors ça montre tout simplement une gradation dans la répression et où la vie humaine n'est plus respectée. Concernant le général Chouaki... Et peut-être même, peut-être même du sens de l'État. Est-ce que c'est ça un État, franchement, philosophiquement même parlant? Bien évidemment, il aurait dû y avoir des enquêtes qui auraient dû être menées de manière interne et voir quels ont été les déplacements et les coupables punis, mais punis sévèrement. Moi, j'irai plus loin. Le général Chouaki, je ne connais pas son dossier, c'est probablement des dossiers de corruption probablement, et qui décède en prison. Il y a eu des précédents plus graves. Il y a M. Tamal qui est décédé en prison. Il y a M. Djamaluddin Fakhtar qu'on a laissé mourir. Il y a Khalim Debazi à qui on a refusé des soins et qui est décédé. Et même Riposte Internationale avait fait un grand meeting de protestation devant l'ambassade d'Algérie en France. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État ne doit pas s'exonérer de ces fautes graves, concernant des détenus d'opinion et des détenus politiques qu'on a laissés mourir en prison dans des institutions coercitives, certes, mais qui étaient sous la responsabilité de l'État, sous la responsabilité d'un ministère régalien, à savoir le ministère de la Justice. C'est dans cet ensemble-là qu'il faudra essayer de dénouer les choses. Quoi dire de plus? On est simplement, moi, M. Chouaki, le général Chouaki, je ne connais pas, Allah yarhamou, comme Allah yarham toutes les victimes de ce pouvoir, j'allais dire, il a des pratiques inhumaines. Au-delà du non-respect des droits humains, du non-respect de la dignité humaine, à un moment donné, il faut qu'il commence à s'amender, je veux dire. On ne peut plus aller, parce que moi, ce que je crains le plus, c'est qu'à force d'avoir ces incidents récurrents, répétitifs, on va arriver à ce que j'ai toujours appelé, M. Benchenouf, souvent sur ces plateaux, on va avoir la rupture au consentement à l'autorité, et là, toutes les dérives vont être permises. Et aucune institution, je le répète encore une fois, ne pourra être le réceptacle des violences à venir. Voilà ma crainte, elle est où? Indépendamment de ça, quand vous voyez par exemple, dans le dysfonctionnement de l'État,
quand vous voyez M. Chengliha et précédemment son prédécesseur décédé aujourd'hui occuper l'ensemble des médias de manière récurrente, de manière invasive, de manière intrusive, et après on dit vous critiquez l'armée. On ne critique pas l'armée, l'armée est notre institution à tous les Algériens. Cependant, on est en droit, on est, je dis bien, en droit de critiquer la parole publique des chefs de l'armée. Quand M. Chengliha vient en France, il y a quelques indiscrétions qui ont été dites en disant c'est nous qui décidons pour tel aspect des choses, tel aspect des choses, tel aspect des choses. Quand M. Chengliha part à Moscou sur invitation du chef d'état-major, pardon ? Je disais que ce n'est plus un secret, hein, que c'est eux qui gèrent. Je suis en train de formaliser les choses. Oui. Il s'improvise comme président bis, ou premier président. Quand, à travers tous ces discours, le fait de manière récurrente de parler de politique, de parler d'institutions, de parler de démocratie, de parler, il disqualifie la parole du président de la République. C'est cette espèce de dichotomie qu'il faut mettre fin, à laquelle il faut mettre fin, je veux dire. C'est toutes ces questions-là. Et puis ensuite, ce système... Il nous reste 3 minutes. 1 minute, s'il vous plaît. Ces Algériens qui fuient l'Algérie, des milliers, pour ne pas dire des millions d'Algériens, qui fuient l'Algérie nouvelle, la force de frappe. Au-delà de la crise économique, au-delà de la crise morale, au-delà de la crise du fonctionnement de la société, comme je disais tout à l'heure, et je ne l'ai pas dit j'ai pas dit de manière, on va dire, je ne sais plus comment le dire. Quand je parlais que nous avons des menaces internes, ce système est incapable de gérer les menaces et les menaces transnationales, c'est-à-dire à l'intérieur de la nation. Je parlais de fragilité du pays. Les haragas, mais il n'y a pas que les haragas. Les haragas, en règle générale, ceux qui partent, désœuvrés. C'est les désœuvrés qui n'ont plus d'avenir dans le pays, qui risquent leur vie en prenant les beautés, comme on dit. Mais maintenant, c'est les cadres qui s'en vont, c'est les femmes, c'est les quinquas, c'est les sextas, qui veulent quitter le pays parce qu'il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus rien. Merci. Jamaldine Benchenouf, en 1 minute, cette histoire de Haraga, ces Algériens, ce rêve de construire l'Algérie qui n'est plus partagé, malheureusement. Le seul rêve aujourd'hui, c'est de partir. Benchenouf. Ah oui, pardon. Hussein, je suis désolé, il y a tellement de choses à dire, mais le général Limet Rabbi Ahmou, j'espère que sa famille aura une réponse, mais les citoyens se valent. هذا النظام إذا ما هدرش على الجنرال هذا ما هدرش non plus على les milliers de حراقة اللي ماتوا. Milliers, il y a des milliers de حراقة qui sont morts, qui ont péri en mer. ما كانش سيدي غير des condoléances. ما نقولوش يعطيونا des explications. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce pays qui est frappé de coma politique, où la société civile dans sa totalité a été anesthésiée, y compris les barons du régime eux-mêmes qui procèdent de cette propagande, ils ont fini par croire à leur propre mensonge. Ils sont rentrés en coma politique eux aussi. Et ils ne voient pas que nous allons très vite et très fort vers un mur. Et donc, Gorka Hussein, d'ailleurs je remercie le Maghrébien. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour le Maghrébien, je le dis de façon sincère. Pourquoi ? Parce que le Maghrébien procède de cette urgence qui est le lancement d'alerte. C'est le temps des lanceurs d'alerte aujourd'hui. Pas pour un événement isolé par-ci à gauche, à droite. Pour le péril qui nous menace. Ce pays est en danger de mort. Je m'excuse de faire Cassandre, d'être alarmant, mais je dois dire des choses. Le moment est venu des lanceurs d'alerte, des grands débats. Par exemple, l'Harga, qu'on nous explique l'Harga. Pourquoi tout le monde veut fuir l'Algérie nouvelle, l'Algérie où il fait bon vivre, où tout va bien. Des jeunes qui payent l'Harga jusqu'à 90 millions de centimes. Tous les jours, ils sont dans la misère. Ils sont dans la violence, ils sont dans la drogue,
ils sont dans la fuite, ils sont mais ils préfèrent ça que de repartir en Algérie. Je me suicide dans mon Algérie. Merci Jamal Din Benchenouf, je suis vraiment désolé. Hein. Tout le monde doit s'y mettre, essayer de sauver ce pays de l'anéantissement, surtout que les temps qui viennent vont être très durs et ne survivront que les plus forts. Merci Jamal Din Benchenouf. Désolé, on n'a plus le temps. Brahim Younsi, en une minute, Lise, s'il vous plaît. Cette histoire de Harraga, ces Algériens qui aimeraient quitter l'Algérie. Merci de me donner la parole. Moins d'une minute. Je crois que, bien sûr que le système, nous le démontons tous les jours quasiment, y compris dans nos discussions privées, mais il y a une opposition. Je crois qu'il faut absolument que l'opposition se réveille et puis sauver deux choses, à mon avis. Un, le champ des possibles, parce qu'à un moment, il y avait une crainte sur ce champ des possibles, et bien entendu, sur l'espace des raisons, c'est-à-dire la question de la démocratie dans l'opposition. Je crois qu'il y a eu une dérive ces derniers temps sur ces deux choses. Et puis, c'est un souhait que je formule parce qu'il est aussi important dans la cohésion sociale et nationale, c'est sortir de la représentation pathogène de notre passé. Parce que vraiment, il y a des questions qui se posent par nos compatriotes sur cette représentation pathogène du passé de notre pays. Merci Brahim Younsi, merci Idir Nouran, merci Jamal Din Benchenouf, ya'atikom saha. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Merci à vous toutes et à tous, ya'atikom saha. On se revoit demain, Inch'Allah. Salam alaikum.